Bonsoir Eda, très heureux Bonsoir. que vous soyez avec nous ce soir. Alors voilà, well, right, we're going to start right away because they're waiting and they were wonderful. So I mean, obviously you wrote, you directed, you co-produced Lost River. I mean, and we always know that the first film is very much into personal experience and feelings. What were your influences when you actually, throughout the creative process of writing, directing, and post-production, maybe? Hello, everyone. Thanks for waiting. Well, it's sort of, you know, I'm from Canada, and I hope that's all right. And, you know, growing up in Canada, I had a real romantic idea of America, and specifically Detroit, because I kind of grew up, you know, near it. And it was sort of like, you know, the birthplace of Motown and the Model T and the American dream, really. And when I went there, I was really surprised because it's very different than how I imagined it now. And there's like 40 miles of abandoned neighborhoods, and within those neighborhoods, there's families trying to, you know, hold on to their homes, and meanwhile, their neighborhoods are being sort of burnt down and torn down around them. So I wanted to make, it felt to me like that American dream had sort of turned into a nightmare for these people, and so I thought I would like to make a film about that. So I just started, I thought if I waited too long to make it, everything would be torn down, so I got a camera and I started filming on my own for, off and on for about a year, and I just was collecting footage and writing as I shot. And then eventually the actors came on board and we were filming. But it was it's a very kind of like gradual process. Alors c'est vrai que d'abord merci de nous avoir attendus. Voilà, vous savez que je suis canadien, j'espère que c'est ok d'ailleurs avec vous. Et c'est vrai que quand j'ai grandi là-bas au Canada, eh bien j'avais cette idée très romantique de l'Amérique. Surtout, je pensais à Detroit, qui était une ville très proche de là où j'ai grandi. C'est quand même le berceau de Motown, de la 40, de l'American Dream, bien sûr. Et je dois dire que lorsque j'ai découvert Détroit plus tard, eh bien j'étais très surpris, car l'image que j'en avais ne correspondait pas du tout à la réalité. Parfois, on parcourait 70 km sur des terres où il y avait très peu de familles, qui s'accrochaient à leurs maisons, qui souvent étaient détruites, brûlées. Donc c'est vrai que j'avais la sensation que le rêve américain était surtout devenu un cauchemar pour ces familles-là. Alors c'est vrai que lorsque j'ai voulu aussi montrer ce qu'était Détroit en ce moment. Alors donc 1 an avant de tourner le film, j'ai acheté une caméra et je m'y suis rendue assez souvent en repérage. Et donc en fait les visuels que j'ai tournés à ce moment-là, eh bien on nourrit bien sûr à la fois l'écriture du film et puis bien sûr le style du film plus tard. Et donc je dois dire que ce processus créatif a été extrêmement graduel et organique. Alors, thank you. Alors voilà, alors évidemment, there's something that really is striking when I think they all realize that when they watched your movie, is that your character have names as in fairy tales relating to what they do. I mean, bully, rat, face, etc. And there's a song by John Joel about like the big bad wolf. There's a bad curse, and Detroit felt very much like a damsel in distress. Why did you want to give it sort of a fairy tale frame? Moi, je disais que vous avez remarqué que les personnages ont les noms un peu comme dans les contes des fées des frères Grimm, vous savez, où on les appelle rats, méchants, bourrés, etc. Ça, c'est typique du conte de fées. Il y a même évidemment Johnny Joel qui chante à un moment Bad Big Wolf, le grand méchant loup. La ville de Détroit, sur laquelle il y a comme ça une malédiction, qui est un peu la demoiselle en détresse. Donc moi, je voulais savoir pourquoi Ryan Gosling avait choisi cette forme, la structure d'un conte de fées pour parler justement de ses rêves détruits. Well, there's something very surreal about being in those neighborhoods, and there's something, when you see the way some of these families are living, it feels like, you know, if you spend any time there, you could see how they could feel like they were sort of the last people on earth, you know, and it has a Twilight Zone quality, it had a fairy tale, a dark fairy tale quality, it had
it just lended itself to fantasy. I mean, it's so hard to believe that it's real, you know. And I just felt like, as opposed to sort of telling their story in a literal way where just keeping it specific to Detroit, I felt like it would make it more accessible to more people to access the emotion of those characters if it wasn't about some sort of, you know, economic collapse. But I also wanted to see it through the lens of these two kids growing up in this place, and that they would have this romantic idea of why this was happening to them, because if that it was a spell, you know, that would make it seem important somehow, and that at least if it was a spell, it would be something that they could do something about. Maybe they could break it. But I wanted to see it through that sort of teenage, really hyper-romantic lens. Alors c'est vrai que lorsque vous vous promenez dans ces quartiers, il y a quelque chose de très surréaliste, parce que vous voyez ces familles entières, et on a l'impression quand on s'y promène qu'eux-mêmes se sentent presque les derniers habitants sur cette terre. Et il y a une impression, en tout cas que moi j'ai ressenti un petit peu de Twilight Zone, la 5e dimension. On est aussi dans le conte de fées sombre. Et c'est vrai qu'on a du mal à se dire que ce qu'on voit existe réellement. Alors je ne voulais pas faire un film qui soit spécifique de Détroit. Je voulais que les publics du monde entier comprennent plutôt l'émotion que j'ai ressentie et que j'ai vue là-bas. Donc il ne s'agit pas tant d'une connotation économique de Détroit, c'est vraiment le point de vue de deux adolescents qui grandissent là et qui ont donc besoin pour grandir de cette idée romantique que s'il y a un mauvais sort qui peut être levé, cela donne de l'espoir. Et c'est en cela que ce film, c'est vraiment avant tout le regard de deux adolescents qui croient qu'ils sont dans un conte de fées. Et je voudrais rajouter quelque chose à ce que Ryan vient de dire, c'est la manière dont le film s'est tourné à Détroit. C'est-à-dire que il y a une manière d'arriver avec un plateau de tournage dans des endroits comme si on achetait l'endroit ou comme si on venait superposer une réalité de fiction à un endroit. Et là, le film s'est vraiment fait dans l'échange avec les gens de la ville qui étaient touchés qu'on vienne faire un film dans leur ville, qui étaient touchés de la manière dont ça se passait, dans laquelle des fois on tournait une scène à une station-service et puis quelqu'un qui passait par là était invité à rejoindre l'action, à rentrer dans le champ. Et voilà, je pense que ça doit se voir dans le film, même si on ne fait pas bien la distinction des moments volés ou des moments qui ont été organisés. Mais c'est comme ça que je trouve on fait du cinéma dans ce type d'endroit en tout cas. D'ailleurs, Eda, parce qu'on parlait justement de contes de fées, et vous, finalement, dans ce conte de fées, vous êtes le prince charmant, sauf qu'au lieu d'un carrosse ou d'un cheval blanc, vous avez un taxi. Mais justement, comment allez-vous appréhender ce rôle si subtil, si silencieux, mais si essentiel, puisque vous êtes le sauveur, le prince? On n'a pas parlé de prince ni de sauveur avant de tourner, mais on s'est rencontrés avec Ryan avant de commencer le tournage et on a plus parlé effectivement du personnage qui fait corps avec son taxi comme une espèce de lieu protecteur dans un endroit dans lequel c'est le chaos, et que quand Christina Hendricks est dans le taxi, il y a une espèce de bulle comme ça, chaleureuse, intime, avec un homme qui n'est pas là ni pour la dévorer comme les autres hommes dans le film, ni pour prendre quelque chose d'elle, ni pour même tenter de la séduire, mais une espèce d'homme désintéressé et de chevalier servant, on va dire, quoi. Et ça, c'est vraiment... quand on lit le scénario, il y a ce qui est écrit, puis après, il y a toute l'histoire que raconte le metteur en scène avant de tourner, et c'est cette matière-là qui nous sert après à raconter un personnage. Alors voilà, maintenant que nous avons parlé conte de fées, tournage, personnage, la parole est à vous, profitez-en. Alors, première question, je vois micro, ben voilà, tenez, par exemple, commence par une demoiselle. Voilà. Hello Ryan, hello Eda, nice to meet you. I have a question about the place of work of Christina Hendricks. It reminds me the Grand Guignol theater show, bloody theater show in Paris. I wanted to know, why did you use that storyline? How did you heard about it? You're right, it is based on the Grand Guignol and also a few other
places in that time in Paris, the Hell Cafe and the Death Tavern. The facade of the club, the face is from the Hell Cafe. And, you know, the idea was I had spent time in Detroit, but also like in a hurricane situation, post-hurricane, and those environments tend to attract, you know, anyone who has a dark fantasy that they'd like to try and get away with, gravitate towards these type of areas because there's nobody watching, and so they sort of attract the darkest nature of people, and they also, because nobody's watching, your darkness comes to the surface, you know. So I wanted to find a way to incorporate that into this world, but not in a kind of like a more fairy tale sort of setting. So we started doing some research and started reading about the Grand Guignol, and it felt like we could create a place that was sort of in that vein where people could exercise their darkness, you know. Alors voilà, donc la question évidemment on se posait sur l'influence du théâtre du Grand Guignol, qui évidemment était à Paris, et évidemment Christina Hendricks. Alors c'est vrai, vous avez raison, je me suis évidemment influencée du théâtre du Grand Guignol, et d'autres lieux d'ailleurs qui existaient aussi à l'époque, comme le Hell Café et le Death Tavern, my goodness. Et en réalité, ce qu'il y a sur l'auvent justement de ce club, eh bien vient vraiment du Hell Café, donc le café de l'enfer. Et c'est vrai qu'à l'époque, lorsque j'ai décidé de tourner à Détroit, j'ai aussi pensé à ces lieux qui sont en fait qui suivent la tempête, en fait, l'ouragan, sont des lieux évidemment dévastés, et souvent dans ces lieux-là, eh bien on se rend compte qu'il y a des personnages qui aiment graviter et donner libre cours à leur part plus sombre. Et souvent on trouve dans ces endroits de tels lieux où justement on peut s'adonner à ses instincts les plus bas ou les plus sombres parce que justement personne ne regarde. Et donc j'ai voulu évidemment intégrer cette dimension, cette noirceur, la faire aussi remonter à la surface, l'intégrer évidemment à la structure du conte de fées. Et donc j'ai fait une recherche effectivement sur le théâtre du Grand Guignol de Paris, et j'ai donc voulu montrer ce lieu où la nature sombre de l'homme eh bien, pouvait exister. Autre question, par là peut-être. Où vous voulez. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier d'être là aujourd'hui pour la presse et les blogueurs et le public aussi. J'aurais une question pour Ryan et aussi pour Reda. La première question pour Ryan, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la réalisation après vos rôles en tant qu'acteur? Et Reda, ma question, ce serait qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer justement dans le film de Ryan aussi? Merci. Merci beaucoup. Well, Reda, voilà, Reda. Alors, donc, première question, donc, qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer dans ce film, dans cette rivière perdue? J'ai aimé le scénario, tout simplement. J'ai aimé le script. J'étais étonné de recevoir le scénario de la part de Ryan Gosling. J'étais même étonné qu'il sache qui j'étais. Et dans ces moments-là, j'avais beaucoup d'admiration et de respect pour lui en tant qu'acteur, et je sentais que c'était quelqu'un qui avait un univers artistique qui dépassait juste l'image qu'on pouvait en faire, ou voilà, un acteur qui joue dans des films. J'avais entendu sa musique, et dans ces cas-là, on espère que le scénario va être bien, parce que si c'est pas bien, c'est encombrant, quoi. Et j'ai adoré le scénario, j'ai adoré l'idée d'un conte noir qui s'inscrit dans le réel. Et il n'y avait pas beaucoup de lignes de dialogue, mais je savais qu'il donnerait sa chance à chaque personnage. Donc, après, le plus long, ça a été de faire le visa pour aller travailler. Voilà. Et en fait, you're right. I mean, the first part of the question was I mean, with such a successful career as an actor, what gave you the wish, the will to finally go behind the camera? You know, it's good job security, I think. It's like if they stop hiring me for things, I'll just hire myself, so I think I got that in my pocket.
And, you know, it wasn't really a choice to just sort of go and direct, you know, it just sort of came from being in Detroit, seeing these families, feeling, you know, compelled to start shooting. You know, there's so many, you know, historic buildings that were being torn down that I just felt like I wanted to shoot them. And then just being in those neighborhoods and spending time there, I really started to get lost in this strange reality of some of the people that are living there. And the more I was there, the more I felt like there was something really, you know, heartbreaking and kind of universal and beautiful about how they were staying and not leaving and sort of, in a way, going down with the ship. And there's something very, like, everybody, this is Hello. I didn't come all the way from Detroit, did he? Polo? Polo? Polo. Polo. Welcome, Polo. Yeah. Voilà. He's going to be the star of our next movie. Voilà, c'est la star de son prochain film. Alors en fait, voilà, c'est vrai que, évidemment, en plaisantant, c'est vrai que du coup maintenant je suis sûre de toujours travailler parce que si je ne suis pas engagée en tant qu'acteur, moi je peux m'engager moi-même dans mes propres films, évidemment, je plaisante. Mais c'est vrai que je n'ai pas vraiment choisi d'être réalisateur sur ce film. Simplement, lorsque j'ai vu Détroit, lorsque j'ai vu ces familles, eh bien il y avait une forme d'urgence et d'obligation pour moi de montrer cela, d'en témoigner. Et vous savez, quand on voit des immeubles historiques qui sont détruits, lorsque l'on se promène dans ces quartiers, eh bien, il y a un sentiment étrange finalement de se perdre dans une réalité singulière. Et plus je passais du temps à filmer les rues de Détroit, et plus à la fois j'avais vraiment mal au cœur, ça faisait une peine infinie, et je trouvais qu'il y avait là quelque chose d'universel comme thème. Et il y avait quelque chose aussi que je trouvais très beau dans ces familles ou ces personnes qui, au lieu de partir, décidaient sciemment de rester. Voilà. Et Polo est arrivé. Voilà. Alors, autre question. Moi, j'aimerais bien des questions là-haut. Let's talk to you guys. Alors, mademoiselle. Hi, thank you so much for coming, both of you. Bravo Reda Kateb pour votre César, ça m'a fait très plaisir. Oui, Reda, on applaudit. I also have a couple of questions for both of you. The first for Ryan Gosling would be about inspirations, because I think I've seen references to David Lynch, to De Palma, to Kubrick, maybe, and maybe you could say a few things about it. Yeah, just a bit like the Eyes Wide Shut kind of atmosphere, you know, in the club. But maybe that's just me. Okay. What is your opinion about it? And the second question is for Reda. Je vais peut-être y aller en français du coup. Il y a une phrase que vous dites dans le film qui est très juste, où vous dites que vous aviez le rêve américain en venant que de chez vous, alors on ne sait pas quel est l'endroit du personnage au départ, son lieu d'origine, mais que vous rêviez des États-Unis, qu'on disait chez vous qu'on roulait sur l'or au sens littéral. Est-ce que vous aviez ce sentiment-là à propos des États-Unis avant d'y aller, et quel a été votre sentiment à vous? Merci. Oui, le rêve américain, Reda, après tout, parlons-en, parce qu'en plus, vous tournez quand même de plus en plus dans des films américains. Vous avez une carrière tout à fait particulière. Donc le rêve américain, vous l'aviez? Le rêve américain, non, moi j'ai jamais, si peut-être enfant, adolescent, j'ai eu un petit peu été marqué un peu par le rêve américain, sinon j'ai le rêve du cinéma, et il se trouve qu'aux États-Unis, il y a 1000 formes de cinéma qui se font, et beaucoup de films indépendants. Moi j'ai plus travaillé dans des films indépendants que des gros films hollywoodiens. Mais cette phrase, c'est marrant, cette phrase dont vous parlez, parce que dans le film, parce que moi, c'est des choses qui sont venues dans des improvisations qu'on a faites, où on a roulé, on a pris le temps de laisser venir des choses, et c'est plus les immigrés d'Algérie qui m'ont raconté que certaines personnes qui sont arrivées il n'y a pas si longtemps, qu'ils avaient cette image de la France. Donc ça peut vraiment se transposer, en fait, et l'idée de
ce personnage est un exilé qui pourrait venir de plein d'endroits et qui pourrait être tombé dans plein d'endroits. Il se trouve qu'il est à Détroit. Et ce grand malentendu, en fait, qui est de penser que ce sera facile ailleurs. Et puis après, c'est nourri par les rencontres avec les gens de Détroit. Je me souviens avoir pris un café, et un taxi, pardon, j'ai besoin d'un café. Oui, un café d'urgence. Un taxi avec un homme africain et qui me racontait cette chose-là. Voilà, j'ai pris ces choses de ces endroits-là. Ce qui était beau dans le travail avec Ryan, c'est qu'il y avait vraiment la place de ça, la liberté, pas de faire de l'impro pour faire du blabla, mais de chercher ensemble à inventer des choses et puis de se sentir à la fois libre et guidé. C'est simple, mais c'est très rare en fait. Voilà, Ryan Gosling being told what a great director you are. But in fact, the lady was saying that she saw inspirations. David Lynch, she quoted Brian De Palma, or Eyes Wide Shut, Stanley Kubrick. You agree? You disagree? Other influences, maybe? We were going for more of a Goonies kind of. You know, it's true. When I first sent the script to my composer, Johnny Jewell, I didn't say anything, and he just texted me back a few hours later, and he said, "Dark Goonies, cool." And I think that, you know, really the references that we used were those sort of early 80s films that I grew up on, like Secret of NIMH and Goonies and those Amblin films, and that sort of like, a family's life being like threatened by something, and then there's some sort of like mystical avenue out, or potentially mystical avenue out, and I wanted to sort of do my version of that, you know, but so sort of, I guess, pay homage to the films that made me love film in the beginning, but also then through the lens of the way I feel about film now. Alors voilà, alors c'est vrai que vous parliez de Kubrick, de Palma, de David Lynch. Moi en fait j'avais surtout en tête au départ en tout cas Goonies, vous savez le film de Richard Donner. Alors c'est vrai que lorsque j'ai envoyé pour la première fois mon scénario au compositeur Johnny Jewell, eh bien il m'a tout de suite après envoyé un texto en disant « Cool, c'est un Goonies mais sombre ». Alors voilà, c'était un peu la référence que j'ai utilisée. Et puis bien sûr, les films des années 80 qui m'ont évidemment nourri quand j'étais gamin, comme Secret of NIMH, ou bien les films Amblin, que vous connaissez sans doute. J'avais en fait envie de ce thème, de revisiter le thème d'une famille menacée et qu'il y ait la possibilité d'une issue presque mystique, en tout cas poétique. Et donc j'ai voulu en quelque sorte filmer ma version de cela. Rendre hommage effectivement peut-être à certains réalisateurs, mais surtout montrer comment moi je voyais aujourd'hui le cinéma et les films que j'avais envie de faire. Question. Où est le micro? Voilà. Bonjour. Alors j'avais une question à propos du montage du film qui a changé entre Cannes et celui qu'on a vu là. Quels ont été les changements et comment vous vous êtes dit je vais retirer cette scène, je vais la garder, enfin comment ça s'est passé? Well, there's a difference in the editing between the film screen at Cannes and the film we just saw. I mean, why were some of the scenes edited? What was the reason behind it? In the initial cut of the film that we showed at Cannes, I had a few pieces of music that I thought were public domain, and I was wrong about that. So I had to take them out of the movie, and there were whole sequences of the film that were based on those pieces, and so I tried to replace them, but it just didn't work. So I had to just take all those sequences out altogether. So it took a little chunk out of the movie, but I love this. I think it worked out for the best. Alors voilà, c'est en fait lorsque nous avons montré le film à Cannes, donc le premier montage initial, c'est vrai qu'il y avait des scènes qui s'accompagnaient de morceaux musicaux et je croyais à tort que cette musique était libre de droit.
En fait, non. Donc, j'ai dû retirer ces scènes parce que je les avais vraiment filmées avec la musique intégrée vraiment à ces scènes. Donc, je ne pouvais pas les remplacer comme ça. Donc, on a préféré les retirer plutôt que de les dissocier de la musique qui les accompagnait au départ. Question par ici. Alors, un jeune homme peut-être, ça changera un petit peu. Allez, exprimez-vous. Bonjour. Bonjour. Merci pour le film déjà. Je voulais savoir, le film a une dimension très, toujours à la lisière du fantastique, de l'onirisme, etc. Je voulais savoir si c'était un choix dès le départ de partir sur ce type de cinéma pour renforcer la dimension sociale et pour la rendre plus lourde, ou si c'est venu au fur et à mesure de l'écriture, parce qu'il y a beaucoup de références au cinéma fantastique avec Barbara Steele, au giallo italien, etc. Et merci encore. Well, there is in your movie, obviously, a lot of this, what we call the fantasy dimension or the onirical dimension. Was it something that you wanted from the start, in a way, to sort of talk about the social reality as well? Or is it something that grew on organically on you, this fantasy aspect? And there are obviously some tribute when we see, you know, Bella and all that, you know, characters. Obviously also Barbara Steele as a tribute, maybe. So we'll see. Yeah, well, the idea was that this family was, you know, sort of trying to hold on to this dream, and that right outside of their door was a nightmare. And so, yeah, the exercise in the movie was to try and make the film feel like a dream turning into a nightmare, and to try and find a way to walk the line between fantasy and reality in the way that they're sort of living it. But never go completely into fantasy. So always try and root it as much as we could. And a way that we found to do that was to always incorporate people from the neighborhood and try and bring them into the narrative. So, and it heightened the surreal quality of it for us. You know, this is one of my favorite scenes in the movie, is this gas station scene where this woman comes and she starts dancing with Bully. And, you know, that was a gas station where, you know, there wasn't a gas station for another like 20 blocks or something, and I think they were selling something else at that gas station under the counter that people really wanted. And we were shooting there and they couldn't get it and they were getting angry. And so at a certain point it got tense. It was sort of like, what's gonna happen? So we just said, well, just let them in the film, you know? And the actors were so good. I mean, Retta had to do it as well, and they did it so beautifully, where they just sort of pulled these people out of Detroit and into Lost River. They pulled them into the fantasy, and it's sort of, you started to get this sense that the actors were working without a net, you know, and you knew that there was like an element of danger to it, and there was, because we didn't know these people and we didn't know what they were capable of, but they were so charismatic, and they were living in this surreal world for real. And so that to me is when the film, you know, really started to have its own identity for us, which is that it was really a blend of the fantasy and the reality in the way that we were looking for. Alors c'est vrai que il y a cette dimension, bien sûr. Je voulais surtout montrer que cette famille qui finalement voulait absolument s'accrocher finalement à son rêve, alors que dehors c'était le chaos et le cauchemar, eh bien je voulais traduire ça dans mon film en montrant aussi que tout devait avoir l'apparence d'un rêve, parce que c'était la façon dont ces gens-là vivaient, dont ces deux adolescents vivaient, c'est-à-dire qu'ils sont sans arrêt sur cette ligne fine entre la réalité et le monde du fantastique ou de la fantaisie. Et je voulais en même temps, bien sûr, ancrer ce rêve dans une réalité. Et ce qui, pour moi en tout cas, était un moment très fort, c'est à certains moments que vous avez peut-être repéré, eh bien nous avons intégré dans le film des personnages et des habitants même de Détroit. Par exemple, il y a cette scène dans la station-service. Vous savez, parfois, c'était la seule station-service d'ailleurs sur 20 blocs. Hein, donc elle était là vraiment au milieu de nulle part. Et puis cette scène où soudain il y a cette vieille dame qui arrive et soudain Bully danse avec elle. Et puis il s'est passé quelque chose, on a senti qu'une tension montait parce qu'en fait dans cette station-service se vendait probablement quelque chose d'autre que de l'essence. Et on a senti qu'il y avait des gens qui étaient là pour acheter d'autres choses. Il y avait une tension
qui grandissaient. Et finalement, j'ai dit, mais attendez, qu'ils viennent, qu'ils soient intégrés dans notre film. Et donc, ils m'ont permis finalement de, en quelque sorte, de façon imaginaire, de les emmener du détroit où ils habitaient vers ce Lost River que je filmais. Et ils ont donné une dimension extraordinaire au film. Pour moi, ils étaient à la fois dangereux, puisque je ne savais pas qui ils étaient, d'où ils venaient ou quelles étaient leurs intentions, mais en même temps, ils avaient un tel charisme, un tel pouvoir, que d'intégrer ces habitants de Détroit dans mon film, soudain à ce moment-là, a conféré une identité particulière à mon film, c'est-à-dire ce lien si étroit entre réalité et fantaisie. Question, là-bas. Hi. I'm going to talk again about the references because I thought a lot about old films from the 1920s and mostly about a Canadian guy who's named Guy Maddin. I don't know if you've seen any films of them, like The Saddest Music in the World, because it also talks about some point in history where the world, the economy has gone to ruins and it's actually wearing on the people. And we have places like that Hell Cafe where people go to drink their sorrows away and do all kinds of weird stuff. So my first question is, have you seen that? And the second one, which may be more interesting, you have two kinds of films, plot-driven and character-driven. But can we say that this film is location-driven? Is the town that drives the story and not the people? And maybe you could come back to that town and tell other stories about that? Voilà, alors c'est une question double. D'une part, est-ce que Ryan Gosling a eu, entre autres, comme référence Guy Maddin, qui est un réalisateur canadien, qui en particulier fait The Saddest Music in the World, la musique la plus triste du monde, où justement on parle de l'influence terrible de l'économie sur évidemment la vie des gens. Et d'autre part, deuxième partie de la question, ce film, Lost River, est à la fois un thriller, mais aussi un film où les personnages ont une importance réelle, mais surtout, la ville semble presque être le personnage principal qui draine tout à elle. Voilà, donc c'était une question double. Ryan. I have seen Saddest Music in the World. Yeah. Yeah. Great movie. And Canadian. So, we got any Canadians in the house? Il y a des Canadiens parmi vous? Oui? Ah, just lie to me. Somebody lie to me. And then in terms of location, I think it ended up becoming a world, you know. I mean, we wanted that's why we called it Lost River. That in the end, I think you said it beautifully that that Lost River is the damsel in distress in this fairy tale. So yeah, I think it is about this place and the sort of these people that are broken pieces within it that are trying to sort of make a family and make a whole. Oui, alors, déjà, absolument superbe film que vous citez, et puis en plus évidemment d'un réalisateur canadien. Et en ce qui concerne bien sûr ce lieu Detroit, eh bien, c'est vrai qu'au-delà d'une ville, effectivement, c'est un monde à part. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, Lost River, bien sûr, c'est un peu Detroit, c'est la demoiselle en détresse. Donc effectivement, c'est un personnage à part entière. Question, ici, s'il vous plaît. Et après on reviendra là-bas. Bonjour, Yann et Reda, enchantée. Alors moi je voulais vous demander quel regard en tant que réalisateur vous portez sur le cinéma indépendant américain et est-ce que c'est important pour vous de le défendre notamment à travers Lost River et Reda en tant qu'acteur justement comment s'est passée votre expérience dans le cinéma indépendant américain, est-ce que c'est vraiment différent du cinéma d'auteur français, comment vous l'avez vécu en tant qu'acteur? Et je voulais aussi vous dire que vous êtes magnifique dans l'Astragale qui sort mercredi. Voilà. C'est vrai. Alors voilà donc. Allons-y. Ça va, il n'y a pas de problème. On n'a rien dit sur toi.
Non, je trouve qu'il y a plein de manières de faire du cinéma ici, aux États-Unis, et j'imagine dans plein de pays dans lesquels j'ai jamais tourné. Et il y a plein de manières de faire du cinéma indépendant, quoi. Moi, celle que je préfère, c'est celle-là dont je vous parlais tout à l'heure, qui est de se glisser dans des lieux, de choisir des endroits et de raconter nos histoires avec les gens avec lesquels on tourne, avec les endroits qu'on traverse. Et ça, je l'ai trouvé complètement sur Lost River. Mais je serais absolument incapable de faire des généralités sur le cinéma indépendant, si ce n'est que il y a une liberté. Il y a une liberté, mais ici aussi, il y a des endroits où on est plus libre que dans d'autres, quoi. Et voilà, plein de manières de pratiquer ce sport. How do you practice that sport? Alors, independent cinema and you, I mean, what's your take on American independent cinema? Well, I like it. And I mean, I've had a good experience with it. One of my first films was, I did a film called Believer, which was about a Jewish Nazi, and I was 19 or something. And you know, for me, it was just a great experience because we worked. You know, it was a very small crew, and we were able to tell this story that was very strange and challenging, and you know, not for everyone, and that was okay. And we weren't expecting to make a big hit. We just wanted to tell this story, and that there were these festivals where we could take them and sort of help find the audience for it. And so and then I tried making some bigger films afterwards, and it was a very different experience. And I always sort of, I guess maybe it's because that's how I started, or what, but it's just something I kind of crave, even though it's fun to make big movies, and there's just a part of you that that always wants to kind of go back and have that kind of not just independent, but sort of like student film mentality, where you're just experimenting and you're trying things, and you're all sort of trying things together, and it's a very different environment, and a lot of times that's where those are the movies that really stay with you. Alors en fait, c'est vrai que j'aime beaucoup évidemment le cinéma indépendant parce que j'y ai toujours eu des expériences formidables. Je me souviens d'ailleurs vraiment d'un de mes premiers films en 2001, c'était Danny Ballant, où justement c'était un film totalement indépendant sur évidemment un adolescent et sur le nazisme évidemment. Donc c'était un sujet difficile, étrange, qui était un vrai défi parce que on savait que ça allait pas être un film grand public, mais on s'est battu, on est allé dans des festivals, on a été chercher le public, et c'est vrai qu'après, bien sûr, j'ai tourné dans des films qui étaient des plus grosses machines, mais ça n'a jamais été pour moi aussi finalement fort que cette expérience-là. Peut-être parce que je crois qu'on a toujours envie de revenir finalement à ses fondamentaux. Et c'est vrai que ce n'est pas tant le fait que je n'aime pas les grands films ou le cinéma grand public, mais c'est vrai que pour moi le cinéma indépendant c'est le lieu où on peut expérimenter, être vraiment être un peu cet esprit presque d'étudiant, et ça j'adore, Polo aussi d'ailleurs, et c'est cela qui évidemment me plaît dans ce cinéma-là. Alors, dernière question, alors, bon, de ce côté-là, absolument. Bonjour. Avec Dead Man Bones, vous évoquiez déjà la cité engloutie avec Buried in Water. Alors j'aimerais savoir déjà d'où vient cette légende, et pour Reda, comment tu as ressenti la direction artistique de Ryan? Comment ça se passe avec lui? Alors, two-part question, one for Reda. Hello. And, vous voulez que je commence? Non, mais je suis voilà, mais alors Reda, en fait, donc par rapport à la direction artistique de Ryan Gosling, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, alors la manière de travailler de Ryan, c'est marrant parce que je l'ai entendu dire que diriger, c'était être aussi acteur, dans le sens où on faisait semblant que tout se passait bien toujours, et qu'il y avait toujours un problème à gérer. Mais c'est vrai qu'il avait l'air extrêmement détendu et qu'il communiquait du coup une énergie aux acteurs, mais aussi à l'équipe technique. Il y a une espèce de cercle comme ça autour de la caméra qui ne prend pas que ce qui est dans le champ, et je pense qu'en tant qu'acteur, il est sensible à ça, au fait qu'on joue quand il y a une atmosphère propice.
Et donc du coup, plutôt que d'être un marionnettiste un peu à distance de vous, il est dans le cercle, il est actif physiquement comme un acteur, il cherche avec vous les choses et en même temps il vous laisse les créer. C'était vraiment, moi après j'ai eu ma petite expérience aussi de diriger un court-métrage que je viens de finir et j'ai essayé de retrouver ça, cette chose qui m'avait marqué chez lui dans sa manière de travailler avec les gens, de guider mais en donnant beaucoup de liberté et surtout que les gens aient du plaisir à être là, ça compte aussi. Merci beaucoup. Et alors la deuxième partie de la question, c'était voilà, nice things. Hein? Is it the myth of the sunken city? Where does this all come from? So, when I was a kid, I saw a road going into the water, and I found out that the river that I grew up next to, they had sunk a bunch of towns in order to make that river. And this scared the living hell out of me because I realized that I had been swimming in a river that there was ruins of a town beneath me. And it bothered me so much that I didn't want to take a bath for a long time because if that's where the water was coming from, I didn't want to have anything to do with it. So it just was something that, that really was like in my subconscious, and when I was going around filming these neighborhoods, there's a shipwreck quality to these neighborhoods. They feel submerged. They feel like footage of the Titanic or something. And suddenly I remembered this town from when I was a kid, and the images of that town sort of flooding in, and the town that I was shooting became sort of melded with this idea of the underwater town. Alors c'est vrai que lorsque j'étais enfant, eh bien j'ai un jour vu cette route, ce type de route qui allait justement vers la rivière, et je me suis rendu compte que là où j'avais grandi, eh bien la rivière où je me baignais, eh bien en réalité avait englouti plusieurs villages, et que sans le savoir, je me baignais dans une rivière ou un lac qui en fait, eh bien sous mes pieds en quelque sorte, eh bien il y avait les ruines de villages ou de villes englouties. Et ça m'avait beaucoup choquée à l'époque, et je me souviens bien que j'ai refusé de prendre des bains pendant très longtemps, parce que je ne voulais pas me baigner dans une eau qui venait d'une rivière qui était au-dessus de villes ou de villages engloutis. Et c'est vrai que lorsque j'ai commencé à filmer Détroit et à filmer cette Lost River, eh bien inconsciemment, je crois que cette image du village de mon enfance, de cette rivière de mon enfance, eh bien est remontée à la surface en quelque sorte. Et j'avais la sensation que lorsque je filmais les rues de Détroit et ces immeubles, eh bien c'était un peu comme des images d'épaves qui, un peu tel le Titanic, laissaient transparaître encore une forme de carcasse, mais dont la vie était engloutie. Et donc voilà, c'était finalement, puisque nous revenons finalement à l'inconscient et à Lost River, eh bien la ville de mon enfance, la rivière de mon enfance et mon film Lost River se rejoignaient ainsi dans mon inconscient et dans mon image et dans mon film. Voilà, merci beaucoup.